faites bien de suivre les programmes de la 2STV. Par conviction, revient aujourd'hui avec comme invité Elhadj Mamboy Diao, inspecteur principal des impôts et des domaines. Elhadj Mamboy Diao est aussi un politicien. Voilà, quand je dis politicien, il fait de la politique. Hein. Il est responsable APR donc à Kolda. Alors, Mamboy Diao, aujourd'hui, nous parlerons avec lui de beaucoup de choses qui, vous le savez, l'actualité est dominée quand même par cette sortie du Premier ministre. Hein. L'opposition aussi, hein, qui décide quand même, quoi que l'on puisse dire aussi, d'apporter la réplique. On en parlera avec cet inspecteur principal des impôts. Nous parlerons aussi donc de la politique pure et dure. Mais sans plus tarder, on va donc donner la parole à notre invité. Monsieur Diao, bonjour. Oui, bonjour cher. Merci. Pas politicien, homme politique. Bon, d'accord. Homme politique. Bonjour aux téléspectateurs de la 2STV. Comme on dit, c'est pas mal, c'est bien aussi. On a précisé. Bien. Alors, comme il est de coutume, Monsieur Diao, pour cette émission, nous faisons toujours la présentation de l'invité. Ce n'est pas la première fois que vous passez à Par Conviction. Alors, une équipe de la 2STV, la rédaction, je dirais même, vous a suivi toute une journée, est venue donc vous retrouver dans vos locaux, c'est-à-dire dans votre direction, là où vous travaillez, pour voir un peu comment vous alliez travail et politique, même c'est vrai que vous refusez un peu le terme politicien. Donc, vous êtes un politique. On va suivre ce reportage de Khadim Bey et ensuite revenir sur ce plateau de Par Conviction. Il rêvait d'être avocat, mais le destin en a décidé autrement. Enfant adoptif de Kolda, cet homme pressé de réussir était né pour devenir quelqu'un, pas n'importe qui, un inspecteur des impôts. Seulement, voilà, en ce moment-là, Mamboy ne le savait pas encore. Non pas parce qu'il n'avait pas un bon flair, mais parce qu'il était très occupé, obnubilé, à se demander comment grandir vite pour changer le monde, changer son monde. Après son bac à l'université de Saint-Louis, il commence à multiplier les petits boulots pour devenir grand, très très grand. Les stages, puis les enquêtes rémunérées. En ce moment-là, le hasard ne voulait pas le surprendre. En 1998, il est persuadé par je ne sais quoi, il tente le concours de l'ENAM. Il réussit comme il le fait souvent et devient inspecteur en 2000. Dakar Plateau 1, puis Dakar Plateau 2, mais il restait d'autres échelons à gravir, les centres de services fiscaux de Fatick et des Parcelles Assainies. Seulement, il attendra 2011 pour arriver au sommet. Plus de 100 coups de fil par jour, il fait la navette entre son bureau et l'aéroport. 3 voyages à l'étranger chaque mois. Fiscalité, impôts, des mots qu'il prononce facilement. S'il est à l'aise dans son bureau, c'est peut-être qu'il est très doué avec les chiffres. Parfaitement, je me sens chez moi parce que déjà, c'est une question d'habitude. C'est un sens ordre que je me suis imposé moi-même. Il aime la vie, il aime le travail et considère l'argent comme un outil, mais il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans sa vie, c'est la politique. La politique est une activité que je déteste parce qu'elle met en mal le plus souvent des personnes qui ont parfois des idées communes. Pourtant, il est cadre politique, membre de l'Alliance pour la République. Le chef de l'État, Macky Sall, est un ami, mais Mamboy a d'autres choses à nous dire, des révélations peut-être. Voilà, vous venez à l'instant même, Mamboy, de suivre votre portrait, je dirais même un reportage, hein, portrait donc de Khadim Bey. Alors, à la fin de ce reportage, paraît-il que vous avez beaucoup de révélations à faire, mais peut-être avant ces révélations, pourquoi ce long silence, subitement? Bon, peut-être pas des révélations, nous allons peut-être devoir éclaircir beaucoup de points qui ont été soulevés dans l'actualité, essentiellement par rapport aux questions de gestion publique et de gouvernance. Ce long silence parce que d'abord, la politique n'est pas un métier. Il y a des exigences au niveau du travail qui font que parfois on doit pouvoir mieux se concentrer sur ce qu'on fait, sur nos missions de service public. Et en même temps, le temps de l'État n'est pas le temps des hommes politiques. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'il y a une petite question qui est soulevée par un opposant ou par quelqu'un de la société civile, arrêter la République pour devoir y répondre. Et bon, c'est vrai que dernièrement, il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites sur les questions de gouvernance. Ce que je loue,
parce que justement l'exigence de clarté était là. Mais ce qui importe le plus, c'est que le pays se mette au travail. Et ça mérite que parfois on soit en retrait, qu'on soit observateur. C'est parce qu'on vous voyait assez souvent quand même, vous étiez un peu tout le temps au front quand même pour oui, je suis apporter au front tout le temps quand il le faut pour défendre le président de la République. Mais aussi, je n'aimerais pas me prononcer sur des questions que je ne maîtrise pas. Donc à chaque fois qu'une question est soulevée, je préfère prendre le temps de la documentation et de la réflexion pour pouvoir apporter à l'opinion sénégalaise les informations y afférentes. L'objectif n'est pas de convaincre ces hommes politiques. Justement, l'objectif est de convaincre l'opinion publique sénégalaise par rapport aux bienfaits des politiques gouvernementales et par rapport à toutes les exigences de gouvernance sobre que nous prenons et à toute la clarté qu'il faut dans les transactions de grandes envergures. Et cela n'a-t-il rien à voir avec vraiment aussi cette révocation d'Ousmane Sonko? Parce qu'on a l'impression que, bon, on ne sait pas si cela est la réalité ou pas, parce que c'est comme si peut-être il y a un mot qui est passé au niveau des impôts pour dire attention les gars, c'est vrai que vous faites de la politique, vous soutenez l'action du gouvernement, mais attention, il ne faut pas beaucoup parler aussi ces temps-ci. Non, en aucune façon, parce que déjà, entre-temps, il y a eu peut-être 1 ou 2 événements qui ont nécessité que je parle, mais pour moi, les événements importants... Mais vous n'avez plus parlé depuis la révocation d'Ousmane Sonko? Parce que je n'étais pas au Sénégal aussi. Vous avez voyagé durant tout ce temps? Je suis parti en Chine. Et j'attendais aussi d'avoir les contours des éléments qui me permettent de pouvoir poser le débat. Étant entendu qu'une partie de la gestion de ce dossier revenait au ministère de la fonction publique, une autre partie à notre administration, et que les deux concourent tous à l'expression de la vérité, comme aussi l'autre partie va devoir se défendre, mais que moi, n'étant pas le juge ni le procureur dans cette affaire, je considère qu'il fallait que j'aie les éléments qu'il faut pour pouvoir en débattre. Si c'est le bien fondé ou si l'acte n'est pas bien fondé, au moins qu'on ait la liberté d'en parler en toute souveraineté. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'à chaque fois que je dois me prononcer sur une question, que je puisse avoir les éléments me permettant de mieux défendre mon point de vue, qui nécessairement est celui que défend le président de la République ou le gouvernement. Parce qu'on a l'impression que c'est une justice à double vitesse au niveau des impôts. Vous qui êtes du côté du président, on vous accepte de faire de la politique, alors que donc ceux qui sont de l'opposition, il est interdit pour eux de faire de la politique. Non, chef, je rappelle à l'opinion sénégalaise que d'ailleurs moi ou Ousmane Sonko ou les autres, nous ne sommes pas les premiers fonctionnaires à faire de la politique. Dans l'histoire récente de ce pays, je peux rappeler Farba Senghor, je peux rappeler Babacar Gaye ou Habib Sy, qui étaient tous du parti de l'opposition. Le président Macky Sall lui-même était un agent de Petrosen, donc fonctionnaire. À la limite, c'est une activité normale. Mais jamais évoqué de la fonction publique. Mais parce que justement, peut-être les éléments qui ont concouru à la révocation d'Ousmane Sonko n'ont pas été des pratiques connues de ces personnes-là. Dans les activités que nous menons tous les jours, c'est-à-dire les activités politiques, il faut savoir faire le distinguo entre son travail et justement l'activité politique que nous menons. Qu'a-t-il dit de trop, la phrase de trop ou le mot de trop qu'Ousmane Sonko n'aurait pas dû dire? Je pense que bon, vous qui êtes quand même à un niveau peut-être d'information quelques éléments. Vous savez, aujourd'hui, notre administration, ou même d'autres administrations, détiennent des secrets importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de façon simple, si je vous demandais votre salaire, Cheikh Diaby, vous n'alliez pas me le donner. N'est-ce pas? Parce que pour vous, c'est une information importante, que vous ne donnerez peut-être même pas à votre propre épouse. Alors que moi, en tant que fonctionnaire des impôts, il m'est facile de consulter le dossier de votre employeur, à savoir originer ça, pour pouvoir connaître le montant de votre salaire, pour savoir si vous étiez toujours marié ou si vous avez pu divorcer entre-temps, et le nombre d'enfants que vous avez pu avoir. Donc aujourd'hui, nous, ce n'est pas parce que nous détenons un certain nombre d'informations que le contribuable sénégalais, c'est-à-dire celui qui fait ces déclarations, nous a fait confiance pour nous les confier, que nous devons pouvoir les exploiter à d'autres fins. Je donne un cas simple. Est-ce que pour autant, parce que pour moi, l'un des critiques les plus acerbes à notre régime actuel, c'est Idrissa Seck. Est-ce que pour autant, vous nous entendez lui rétorquer, voilà son patrimoine, voilà sa vie familiale? Est-ce qu'on peut le faire de Pape Diop ou de quelqu'un d'autre? Vous voulez dire qu'il n'est pas régalié fiscal, alors c'est que vous voulez dire. Je considère qu'il y a une frontière qui est assez ténue quand même entre notre activité de tous les jours et l'activité politique. Vous sous-entendez qu'Idrissa Seck et Pape Diop ne sont pas en règle? Non, je n'ai pas dit, je donnais Idrissa Seck, j'aurais pu donner moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est aux impôts, qui est à l'opposition, aurait pu me rétorquer, mais écoute Diao, voilà ce que tu as comme patrimoine. Donc ce sont des informations que nous détenons par le biais seul de la loi et par le fait que le contribuable nous fasse confiance pour nous les transmettre. Et pourtant, le nommé dit qu'il a toutes ces informations, c'est donc à travers la presse. Hein. Je ne pense pas qu'un redressement qui concerne, je peux donner un exemple, le groupe Futur Média soit dans la presse. Je ne pense pas aussi qu'un redressement qui concerne le groupe ITOC soit dans la presse. Voilà les frontières qu'il ne faut pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un débat contradictoire se pose que moi, je vais rétorquer à celui qui est en face de moi que vous n'êtes même pas clean, alors qu'on joue sur les mots. En réalité, le mot que vous entendez délinquant fiscal n'a rien à voir avec
ce qu'on a apporté comme élément probant, c'est-à-dire les redressements fiscaux. Les redressements fiscaux sont nos activités de tous les jours. C'est-à-dire que je vous fais un scoop, Cheikh Diaby. Oui, allez-y. En respectant toujours l'obligation de réserve, c'est que si aujourd'hui, dans cette définition du délinquant fiscal que donne cette partie de l'opposition à cette question-là, c'est-à-dire c'est un redressement fiscal qui en résulte, sachez que 99,99%, et je pèse mes mots, des entreprises de ce pays sont des délinquants fiscaux parce qu'elles ont au moins dans leur existence reçu toute une fois une notification de redressement. Voilà comment on trompe l'opinion en sortant un courrier de notre administration qui n'a rien à voir avec l'exercice de notre activité de tous les jours et qu'on veut amener dans le champ politique en jouant sur l'ignorance des concepts. Vous inviterez aujourd'hui un médecin sur votre plateau. Quand il vous parlera de Ménoré, peut-être que vous poserez des questions. Mais s'il vous parle de règles, certainement vous sauriez que c'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, donc, vous avez invité un débat économique quand même, M. Diao. Oui, mais le débat est important aussi quand vous le parlez débat de économique, des délinquants fiscaux aussi. Mais est-ce que ces personnes dont vous faites allusion versent aussi au niveau La délinquance fiscale appelle à deux grands concepts qui ne sont pas antinomiques, parfois qui sont liés. C'est-à-dire la fraude fiscale et l'évasion fiscale. D'accord? Dans le cas d'espèce, dans ce qui nous concerne, dans notre activité de tous les jours, il s'agit d'infractions à la législation fiscale qui sont très souvent résultant des déclarations qui nous parviennent des usagers du service public que nous exploitons selon maintenant le dispositif juridique pour pouvoir en tirer des conséquences fiscales. Ce sont des écritures comptables que nous avons ou des actes de vie, d'agrandissement ou de mort d'une société que nous exploitons en disant voilà les conséquences fiscales qu'il fallait en tirer et voilà ce que vous n'en avez pas fait pour une réclamation supplémentaire de droits. D'ailleurs, des pays avancés comme la France ne parlent plus de redressement fiscal, ils parlent de rectification de base. C'est vous dire que le concept tel qu'on le fait comprendre au Sénégalais, c'est-à-dire en voulant faire une jonction entre délinquant fiscal et redressement fiscal, c'est comme si aujourd'hui on joue sur l'ignorance des Sénégalais de ces questions, alors que même le vieux propriétaire qui est au Parcelles Assainies à l'unité 10 a peut-être certainement une fois reçu un redressement fiscal du fait du non-dépôt de ses déclarations de revenus. Et pourtant, beaucoup disaient vraiment que cela aurait dû être un débat contradictoire, puisque vous avez invité un débat économique. Nous sommes d'accord sur un débat contradictoire. Récemment, on va y revenir dans un instant d'ailleurs. D'accord, pour ça je suis partant. En réalité, parler d'un débat économique, c'est parler des performances économiques et éventuellement voir les manquements qu'eux peuvent soulever sur les visions, sur les réalisations ou sur les résultats des politiques économiques. Sur cette question, nous sommes d'accord. Mais il ne s'agit pas de mener un débat crypto-personnel en disant à l'opinion, moi je dis ça. Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à dire le contraire, mais en tout cas j'ai des informations contre eux. En réalité, nous ne tomberons pas dans le piège de répondre à ce type d'informations parce que justement, il y a la frontière entre l'exercice de nos fonctions de tous les jours et le fait que, justement, le champ politique, il est ce qu'il est. Donc, si lui prétend qu'il peut faire des déclarations comme il veut et que la contradiction ne peut pas lui être apportée, c'est son libre loisir. Mais de toutes les façons, moi j'ai pu débattre avec lui comme avec d'autres opposants sur toutes ces questions et j'ai été à l'aise pour pouvoir parler de ses visions, de ses performances ou des résultats qui en ont découlé. En tout cas, pour beaucoup, c'est juste un forcing qui a été fait à ce niveau, raison pour laquelle donc, vous avez tout simplement décidé de révoquer Ousmane Sonko de la fonction publique. Je ne voudrais pas aussi qu'on s'attarde trop sur ce cas. J'aimerais bien. Donc, dans ce cas, moi je vous invite, parce qu'il faudrait aussi qu'on parle vraiment de l'économie, parce qu'Ousmane Sonko vous a invité à un débat économique, comme l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, comme on va dire toute la classe politique, qui vous a invité à un débat économique, comme le président de la République l'a aussi invité un peu plus tôt. Alors, dans ce cas, M. Diao, on va suivre bien entendu cet élément donc, de la rédaction. C'est un élément d'Assokan Dion, journaliste à la rédaction de la 2STV, qui revient bien entendu sur la conférence de presse du Premier ministre, la sortie de l'opposition et aussi, on va dire, sur tout ce qui tourne autour vraiment de l'aspect économique. Et ensuite, nous revenons sur ce plateau. Le pétrole et encore le pétrole. Quiconque diffusera de fausses nouvelles s'exposera à la rigueur de la loi pénale, avertit le Premier ministre. Boun Abdallah Dionne soutient que tous les contrats ont été faits dans la transparence. Des explications qui ne semblent pas convaincre l'opposition réunie autour de la coalition Manko Wattu Sénégal et l'appelle le chef de l'État en personne à se prononcer sur l'affaire du gaz et du pétrole. Un inspecteur principal des impôts rompu à la tâche et une administration qui met dans la caisse de l'État plus de 1500 milliards de francs CFA par an.
Chacune des parties livre sa vérité des faits dans l'affaire Petro-Tim. Ousmane Sonko soutient mordicus que l'État a perdu 90 milliards de francs CFA d'impôts dans l'opération Faux réacteur l'argentier du Sénégal. Le ministère de l'économie et des finances précise que la loi portant le code pétrolier applicable dans l'exploitation du pétrole est antérieure à l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Le département d'Amadouba confie en outre que pendant les phases de recherche et développement, les titulaires de conventions ou de contrats et les entreprises qui leur sont associés dans le cadre des protocoles ou accords régulièrement approuvés sont exonérés de tous impôts au profit de l'État. Pendant ce temps, un rapport sur la liberté économique est publié par l'Institut Fraser qui précise que sur 45 pays africains, le Sénégal occupe le 19e rang mondial. L'Institut met en avant la liberté d'exporter et d'importer, la qualité de la régulation du marché, l'indépendance de la justice et l'intégralité du système légal. La situation économique, c'est aussi ce taux de croissance qui dépasse les 6%, des performances qui ont été saluées par le Fonds monétaire international à la différence de Malick Gakou. Le leader du grand parti, comme d'autres responsables de l'opposition, soutiennent que les choses ne bougent pas. Au contraire, tous les secteurs sont en crise. Les entreprises nationales ne bénéficient pas de grands marchés venant de l'État, entre autres. Les opposants attendent par ailleurs des réponses sur les pauses économiques lancées par le chef de l'État il y a plusieurs mois. Alors, vous venez à l'instant même de suivre, bien entendu, ce résumé d'Assokan Dione qui revenait un peu sur toute l'actualité économique. Alors, M. Diao, on voit aussi que vraiment, on va dire, l'actualité économique est dominée par ce ping-pong verbal entre le Premier ministre et les opposants. Mais dans ce ping-pong verbal, il faut dire aussi, ce qui ressort le plus, c'est quand même vraiment cette affaire de Petro-Tim. Parce qu'on a entendu, l'autre, comment va-t-on dire, Birahim Seck dire que bon, le Premier ministre n'a fait encore que rendre beaucoup plus flou cette affaire que l'éclaircir. Écoutez, d'abord, il faudrait qu'on se félicite. En fait, c'est nouveau le pétrole dans ce pays. Dans les mœurs du pays, c'est nouveau. C'est normal que les débats suscitent autant d'intérêt. Mais quand même, reconnaissez que le chef du gouvernement a pris la résolution au moins d'apporter tous les outils à même d'édifier l'opinion sur ces questions. À charge pour chacun de se faire une religion, à charge aussi pour ceux qui pensent que ce qu'il a dit n'est pas clair, ou en tout cas qu'il y a des manquements qui n'ont pas été dits dans sa communication, d'apporter les éléments probants. Il dit simplement, en substance aussi, que depuis que le Sénégal, et bien avant l'indépendance d'ailleurs, toutes les recherches, il a fait le résumé de toutes les entreprises d'exploration pétrolière dans ce pays. Sur la base de ça aussi, il a parlé de tous les contrats d'exploration qui ont pu être signés entre l'État du Sénégal et différentes parties. Et c'est cette genèse-là qui a permis de pouvoir faire un état des lieux aujourd'hui. Il a insisté, il a eu le courage aussi, et je loue cette démarche de clarté, d'insister particulièrement sur le dossier pour lequel, à la limite, tout le monde pense qu'il y a vraiment une ambiguïté alors qu'il n'y a rien. Sur le dossier Petro-Tim, il a eu la... On parle de nébuleuse. Non, s'il y avait une nébuleuse, il n'aurait pas mis à la disposition de l'opinion sénégalaise tous les contrats y afférents. Ce qui est important, c'est que lui, au moins, a pris le taureau à bras le corne. Il a fait la communication qu'il fallait. Avant lui, le ministère de l'économie et des finances en ce qui le concernait, et le ministère de l'énergie et même certaines directions de Petrosen notamment ou de la SAR ont pu communiquer sur des questions relatives à l'histoire du pétrole. Rassurons l'opinion sénégalaise pour leur faire comprendre que c'est vrai, c'est un élément nouveau. Mais non, sauf à ce que ces opposants-là aient d'autres motivations. Donc maintenant, sauf maintenant à ce que ces personnes-là soient peut-être les porte-voix d'autres groupes pétroliers qui n'ont pas intérêt qui n'ont pas vu leurs intérêts sauvés dans cette affaire-là. Je pense que ce que le Premier ministre a fait est bon. Voilà la genèse de toute l'histoire de l'exploration du pétrole dans notre pays et du gaz naturel. Beaucoup n'ont pas compris aussi vraiment dans l'affaire Petro-Tim. Je veux avoir un expliquer, contrat quand même, on va dire, qui est antérieur même à la naissance d'un groupe, ça pose problème aussi. Je vais expliquer la philosophie de la démarche. C'est-à-dire que le Premier ministre a fait la genèse de toute l'histoire de l'exploration du pétrole au Sénégal depuis 1952. Il est venu aux activités récentes, c'est-à-dire aux découvertes récentes. Il a été jusqu'à expliquer les rapports de travail qu'il y a eu entre Petro-Tim et l'État du Sénégal, puis entre Petro-Tim et Timis Corporation, et plus tard entre Timis Corporation et Cosmos Energy. À chaque fois, à chaque étape, en montrant les détails des types de transactions. Maintenant, on nous fait croire qu'il y a des enjeux financiers pour le trésor public sénégalais. Que je sache, la cession d'une action est différente. Ce sont les 90 milliards que beaucoup parlent aussi. En fait, aujourd'hui, nous, quand vous parlez à ce qu'on appelle un averti, à un agent d'une administration fiscale, je vais me limiter parce que je sais aussi qu'il y a la frontière entre justement
la confidentialité d'une information et le fait qu'on pose sur le débat public des questions de gouvernance fiscale. Mais dans cette affaire-là, nous, on sait qu'un montant, il ne sort pas ex nihilo. En réalité, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une base d'imposition et une recherche des impôts y afférents. Je ne connais pas la base d'imposition qui permet d'arriver à 90 milliards. Mais ce que je sais par contre, c'est que même un montant de 100 000 francs peut vous amener à payer des impôts de 200 000 francs. Donc voilà comment le Code général des impôts est complexe, comment on peut l'utiliser aussi pour tromper l'opinion. Mais ce qui est constant, c'est que le Premier ministre a été clair en disant que dans cette affaire-là, il ne s'agissait pas d'un achat d'actions, il s'agissait plutôt d'un transfert de charges vers une société entre Timis Corporation et Cosmos Energy. Donc ce transfert de charges a pour rémunération la vente d'actions. En réalité, donc, le ministre de l'économie et des finances a sorti un communiqué qui pouvait retracer ce type de transaction et il a basé son argumentaire sur la jonction du code pétrolier et du Code général des impôts pour expliquer. Mais justement, est-ce que le Premier ministre n'aurait pas dû quand même s'appesantir un peu sur l'affaire Petro-Tim? Parce que bon, personne n'a compris. Hein, oui, vraiment. mais maintenant vous connaissez les opposants. Le Premier ministre a bon dos aujourd'hui. Il aurait pu en parler convenablement. Le lendemain, il vous aurait dit, oui, pourquoi on n'a pas parlé de Phare ou de Conoco, etc. etc. Non, parce que il est préférable qu'on parle de tout. Une structure qui a été montée aussi là-bas. Comment va-t-on dire dans les paradis fiscaux, tout ça là? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, oui, ce que je dis, tout ce qui a trait à une optimisation fiscale peut être illégitime, mais légal. Je ne sais pas si on se comprend, chef. Peut être illégitime. Oui, mais légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne m'empêche, moi, El Hadj Mamadou Diawo, de créer une société, de la domicilier fiscalement en Guinée-Bissau, ou aux îles Caïmans, ou à Panama. Les paradis fiscaux, quoi. Oui, parce que le paradis fiscal, c'est le régime fiscal d'imposition le moindre. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas l'opacité, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a le contre-pouvoir de la presse internationale qui sort. Vous avez vu le scandale de Panama Papers, où on a pu sortir les informations sur les transactions financières des sociétés qui étaient domiciliées à Panama. Donc, il n'y a pas d'opacité. Il y a juste qu'une optimisation fiscale peut être faite. Et c'est le droit qui est donné aux contribuables de pouvoir choisir son siège social. Des hommes d'affaires également qui luttent contre le développement de leur pays, parce qu'au lieu de payer les impôts, au lieu de verser ça là où on devrait se faire, vous préférez aller prendre votre argent. Pour le moment, on ne parle pas d'imposition en tant que telle. Parce que pour ce qui concerne le pétrole, je pense qu'il faudrait qu'on attende l'exploitation. On a même voulu faire croire à l'opinion sénégalaise que tout ce que le Sénégal gagnera dans le pétrole, c'est 10% équivalent aux 10% de Petrosen. En réalité, dans leur communication, vous avez l'impression que tout ce que nous gagnerons, c'est 10%. Parce que le reste est partagé entre Timis et Cosmos Energy. Alors que ça, c'est la phase d'exploration. Naturellement, dans la phase d'exploitation, notre pays escomptera au minimum 50% générés par l'exploitation du pétrole lui-même, sans parler des autres ressources connexes. Donc, il ne faut pas qu'on fausse le débat. Si, maintenant, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on pense qu'il y a connivence, je considère que le contrat, en tout cas qu'il y ait Petro-Tim à l'État du Sénégal, date de janvier 2012. À ce moment-là, c'était pas le 17 janvier 2012 17 janvier 2012. Comme vous l'avez dit. Avant sa naissance également. Non, ça, vous savez, moi je dis toujours que je parle de ce que je maîtrise. Je ne peux pas partir des supputations. Ce qui est certain, c'est que tous les contrats pétroliers de ce type sont dans le journal officiel. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de possibilité. Si les gens n'ont pas la paresse d'attendre juste des événements comme ça pour savoir, ils savent qu'ils peuvent fouiller à chaque fois le journal officiel de la République du Sénégal et ils auront toutes les informations concernant les décrets pris par le président de la République ou même certains types d'arrêtés. Donc, en aucune façon, il ne peut y avoir une opacité. Pourquoi un État, pourquoi signer avec un groupe quand même qui n'est pas encore né? C'est ce qu'on fait croire à l'opinion de ce pays-là. Ah donc ça ne s'est pas passé comme ça? Non, écoutez, je pense qu'il est bon qu'on revisite la communication du Premier ministre sur cette question. Donc, ces sociétés ont pignon sur rue. Le Chinois auquel il a fait référence tout à l'heure est connu de tous comme un trader de grande envergure, comme un exploitant qui est dans le secteur du pétrole. Moi, je pense, essentiellement, et j'aimerais qu'on me démentisse par rapport à cette question-là, je pense que certaines personnes sont animées par d'autres groupes qui ne se sont pas sentis intéressés dans cette affaire-là. Et si c'est ça aussi, qu'on ait, puisque tout le monde appelle au patriotisme, qu'on ait un sentiment patriotique. S'il y a un délit d'initié, s'il y a une corruption ou un problème d'évasion fiscale, mais vraiment qu'on le démontre de façon scientifique, mais qu'on ne se lève pas ici et qu'on nous avance des chiffres ex nihilo, comme ils ont l'habitude de le faire sur toutes les questions. Moi, j'ai entendu un d'entre eux parler en pleine saison sèche, c'est-à-dire au mois de mai, dire dans une de ses tournées
qu'il n'a vu nulle part de tracteurs. Je lui ai dit, mais on ne voit pas de tracteurs pendant la saison de chasse, on les voit pendant la saison d'hivernage. Si les chiffres de la performance économique sénégalaise sont contestables, qu'ils nous disent sur quelle base ils sont contestables. Et sur cette base-là, on pourra débattre. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent construire la vérité sur la base de la fiction. Et c'est ça qui est mauvais. La fiction, on se fait des supputations sur des relations supposées entre le président de la République et de certains groupuscules qui agissent dans le pétrole. On fait un rapport tout de suite entre le président de la République et son jeune frère. Et sur cette base-là, on considère que même l'accaparement des ressources YAFERA est du fait du président de la République. Ça, c'est grave. Pour beaucoup, vraiment, le président a laissé faire. Il aurait dû quand même casser cela. Donc vraiment revoir des choses quand même, on va dire au clair, parce que c'est pas possible vraiment qu'un contrat soit intégré à la naissance d'un groupe. Il aurait fait ça. D'abord, il allait se soumettre aux contraintes des conditions contractuelles internationales, parce qu'il a contracté avec une société. Donc, ce n'est pas lui, l'État du Sénégal a contracté avec une société. Donc, si on rompt le contrat, cette société est fondée à nous amener devant les cours des tribunaux étrangers internationaux. Il a eu à le faire quand même quand il est arrivé au pouvoir. Pour quel cas? Par exemple pour Global Voice. Mais Global Voice... Pour même aussi également au port, comment ça s'appelle aussi les Dubai DP World, tout ça, on a vu tout ça. Il a parlé de renégociation des termes, ou voir qu'une des parties contractantes n'a pas respecté le cahier de charge, nous fonde à... Parce que vous avez vu même dans la communication du Premier ministre, on vous a parlé de sociétés pétrolières qui avaient des permis, mais qui ont perdu leur permis parce qu'ils n'ont pas respecté le cahier de charge. Pour certaines sociétés qui étaient au port notamment, en réalité, il n'y avait que certaines exigences financières n'avaient pas été respectées. Il a fallu d'ailleurs qu'elles soient respectées pour qu'elles continuent d'exercer au Sénégal. Pour Global Voice, c'était une taxe qui avait été mise en place par l'État du Sénégal. D'accord? La gestion a été confiée à quelqu'un, mais naturellement, il a été dédommagé. Mais la taxe en tant que telle, le président de la République est libre de dire, parce que c'est lui en réalité qui impulse la politique gouvernementale, il est libre de dire cette taxe que nous avions mise en place, elle peut entraîner un coup dans la cherté de la vie des Sénégalais, surtout ceux de la diaspora, je l'enlève. Et il est libre de la remettre après quand les conditions économiques sont meilleures. Donc ça n'a rien à voir avec une obligation contractuelle, avec par exemple une société minière qui est dans le Sabodala et l'État du Sénégal. Ici, il s'agit d'obligations contractuelles faites par son prédécesseur, parce que c'était en janvier 2012, qu'il était obligé de respecter. Ce sont les mêmes personnes qui vous disent qu'il aurait pu le casser, qui vous disent aussi qu'il faut se battre pour la continuité de l'État. Alors, M. Diao, à cela s'ajoute un autre problème aussi, parce qu'on nous parle aussi vraiment d'un groupe aussi, d'un responsable, on parle même de Oliver Tambo également, qui serait en prison pour des raisons de fraude fiscale. On a entendu parler de tout cela aussi. Non, mais méfiez-vous un peu de l'information brute. Vous savez, vous êtes journaliste, donc votre analyse même de la géopolitique internationale vous permet de comprendre que pour tout ce qui concerne les pays de l'Est... Vous mettez en cause cette information? Non, je dis, vous avez vu quand même Khodorkovsky en Russie, c'est-à-dire que pour peu même que l'homme d'affaires lui-même soit contre le pays, le gouvernement au pouvoir, on peut créer beaucoup de problèmes par rapport à ça. Ce qui est constant, c'est les engagements internationaux qui ont été pris par cette personne au Sénégal. On parle de fraude fiscale. Non, vous savez tous que... pas en règle dans son pays. Vous savez tous que Vladimir Khodorkovsky a été arrêté en Russie parce que simplement il a voulu s'opposer à Vladimir Poutine du point de vue politique. C'est quand il y a eu ça que toutes les questions autour de l'évasion, en fait, d'infractions fiscales, etc. ont été soulevées. Il a été mis en prison pour ça. Vous êtes dans les démocraties des pays de l'Est. Donc, que je sache, ce monsieur, c'est un Roumain. Et le plus souvent, les manipulations qui peuvent découler d'un engagement politique ou non, peuvent être ce qui est connu de tous. Maintenant, ce qui est constant, ce qui nous intéresse, c'est la sauvegarde des intérêts nationaux. Si lui, le cahier de charge qu'il a signé avec l'État du Sénégal n'est pas rempli, il reviendra à l'État du Sénégal de pouvoir rompre le contrat. Mais que je sache, quand il signait le contrat avec l'État du Sénégal, il n'était pas en prison. N'y a-t-il pas vraiment donc lieu de s'inquiéter à ce niveau? Non. Non, vous savez, aujourd'hui, vous avez des hommes d'affaires sénégalais qui ont pignon sur rue au Sénégal, qui très souvent se retrouvent devant la justice et qui continuent de mener leurs activités. Vous avez vu les cas d'importateurs de riz qui ont été arrêtés. Est-ce que pour autant on va les empêcher de pouvoir continuer leur activité commerciale? Une entreprise, c'est une entreprise. Le propriétaire peut avoir des problèmes, même privés, mais il n'empêche que la vie de l'entreprise, elle, est continue. Donc ça n'a rien à voir. Rassurons-nous que la phase d'exploration, elle est faite. Et au lieu de nous réjouir justement que ce pays-là, par la grâce de Dieu, est en train de nous pourvoyer de ressources formidables et extraordinaires qui peuvent nous faire arriver à l'émergence bien avant 2035, l'horizon prévu. Bon, voilà, on va essayer de se battre et de débattre de ces questions inutiles, alors que même
la première goutte de pétrole. C'est important puisque c'est le chef de l'État qui a invité quand même un débat économique. Mais il faudrait quand même qu'on avance un peu parce que moi j'aimerais bien aussi vous faire réagir par rapport à quand même une actualité parce que vous l'avez évoqué un peu plus tôt concernant aussi ces problèmes de redressement fiscaux, concernant aussi vraiment, il y a redressement fiscal, il y a délinquance fiscale, il y a érosion fiscale. Ce sont des mots qu'on entend parler souvent aussi. Mais on reproche vraiment à ce gouvernement quand même de faire surtout des fois la part belle à certaines structures que beaucoup n'ont pas compris. Comme lesquelles? Bon, par exemple, comme le port, vous allez me dire c'est une entreprise nationale. Bon, il y a aussi cette affaire de Big Togo, les gens n'ont pas compris pourquoi il a été indemnisé à cette hauteur. Vous voyez, vous souhaitez des affaires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Bon. Moi, ce que je peux dire de façon sommaire, c'est pas un échappatoire chez vous sur comme les ça? questions-là, je dis déjà oui, qu'on fasse attention au concept. Le concept de redressement fiscal est aussi banal chez nous que le concept d'impôt. Chez nous, au niveau de l'administration fiscale, c'est notre activité de tous les jours, c'est notre raison d'être. Notre travail, notre job, c'est de contrôler les déclarations que nous font parvenir les usagers et d'en tirer des conséquences du point de vue du droit fiscal. Et c'est l'aboutissement de ça qu'on appelle un redressement fiscal, c'est-à-dire un supplément d'impôt à payer. Sans pour autant qu'au niveau de notre administration, cela n'ait un seul rapport avec ce qu'on appelle évasion ou fraude fiscale. Vous voyez, au niveau des douanes, vous avez très souvent, par exemple, des cas de rappel de droit. Mais quand il s'agit de fraude douanière, tout de suite, vous entendez parler d'infraction pénale. Donc, faisons attention au concept. Faisons attention aussi aux relations d'affaires. Parce que le président de la République est libre, à un moment donné, de dire que j'imposerai le visa à tout étranger qui entre dans notre pays. Mais, à un moment donné aussi, avec la crise, avec la crise Ebola et tous les aspects externes qui ont prévalu, qui ont fait que le tourisme avait des problèmes, le président de la République est libre, sur la base des propositions que lui avait faites le secteur touristique, de dire cette taxe-là que j'avais faite, une taxe d'entrée, est quand même préjudiciable aux opérateurs du secteur touristique, je la lève. Mais maintenant, ceux qui avaient mis en place le système et qui avaient investi pour ça, ils doivent être remboursés. Cette communication qui a été faite aussi par la primature sur cette question est claire. Bon, je ne vois pas où est le scandale. On est libre de prendre des décisions, on est libre de revenir dessus. De procéder à des redressements fiscaux, de procéder également à des remises gracieuses, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de scandale à ce niveau. Toutes les personnes qui vous parlent ne vous poseront jamais le débat du point de vue de la légalité. Pourquoi? Ils ne vous poseront jamais le débat sous le point de vue de la légalité parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, aucun agent de notre administration ou du ministère des Finances ne va poser un acte dans son travail de tous les jours qu'il ne conformera pas à une disposition légale ou réglementaire. Les remises gracieuses sont aussi une activité banale qui était très courante d'ailleurs pour ce qui concerne les personnes physiques, c'est-à-dire le propriétaire de revenus fonciers, le petit commerçant, etc., etc. Mais que l'État du Sénégal a voulu élargir dans la loi dans la dernière réforme du Code général des impôts, a voulu élargir aux entreprises privées. Si c'est légitime ou pas, le débat peut se poser. Mais maintenant, il est mauvais que de pouvoir en tirer une conséquence insidieuse en disant oui, on a mis en place le système pour pouvoir aider certains de ses amis. Parce que vos opposants n'arrivent pas vraiment, n'arrivent toujours pas à comprendre. Mais cela devait vous dire... Sonko a dressé une liste, il a parlé de Baba Diawitok, il a parlé aussi donc, du port, il a parlé de Big Togo, il a parlé de plein de choses. Non. Ce que ça fait beaucoup. Hein. Pour les remises gracieuses, je ne pense pas que Baba Diaw soit concerné. Et encore une fois, permettez-moi de ne pas me prononcer sur les aspects techniques d'un dossier parce que je rentre après dans le champ du confidentiel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les informations que j'ai lues dans le net concernant ITOC SA, elles disent en 2011, donc avant que le président de la République, Macky Sall, n'arrive au pouvoir, encore une fois, que ce monsieur a fait, sa société a fait l'objet d'un redressement fiscal qui était peut-être de 5 milliards et dans la confirmation de redressement qui est retombé à 1 milliard ou 1 milliard et quelques. Mais ceux qui l'ont dit, moi je défie tous les agents des impôts ici, de vous dire que eux, tous les montants qu'ils envoient dans la notification de redressement, c'est-à-dire la première étape de la procédure, sont tous exactement conformes à la deuxième phase, c'est-à-dire à la confirmation, c'est-à-dire celle qui est juste après le dépôt des réponses du contribuable. Et vous verrez donc que c'est une pratique banale, courante, que ceux qui l'ont décrié même aujourd'hui savent certainement qu'ils l'ont fait. Voilà la mauvaise foi. Dans l'exercice de leurs fonctions dans le passé, ces personnes ont fait des redressements fiscaux de 1. Et elles ont été obligées, sur la base des observations du contribuable, à les ramener à 0,5 ou à 0,2. Voilà la vérité. Parce que ça, c'est notre travail. En réalité,
nous n'avons pas, aujourd'hui, sur la base des éléments de contrôle que nous avons, nous ne pouvons pas dire, voilà ce que vous devez, et puis point. Le contribuable a des éléments de réponse. Il est capable de vous dire, vous me réclamez tel type d'impôt, pourtant je l'ai payé, voilà les quittances. Vous me réclamez un impôt par rapport à une activité que j'ai eue à l'extérieur, voilà les éléments y afférents. Donc c'est sur la base de l'examen contradictoire que les droits sont ramenés. Parce que pour vos opposants, cela juste peut-être le fait que vous décidiez d'aménager un peu M. Diao, c'est parce que tout simplement que le bonhomme a été nommé ministre conseiller en charge des affaires hydrauliques. À ce moment, c'était pas Macky Sall qui était au pouvoir. Donc s'il y a un problème de connivence, ils n'ont qu'à aller le régler avec le régime précédent. Mais aujourd'hui, ce que je dis, ce qui est constant, c'est que les agents de notre administration, et qui sont en train d'être fragilisés par ces débats-là, inutiles, c'est que ces agents-là, aujourd'hui, dans tous les actes qu'ils posent, ils ont comme bréviaire le Code général des impôts. Et très souvent, ils peuvent faire appel au Code des obligations civiles et commerciales, aux dispositions de l'OADA, etc., pour conforter davantage leur argument. Mais l'affaire de Big Togo vous concerne quand même. Non, l'affaire de Big Togo, il s'agit d'un contrat qui a été rompu par l'État du Sénégal et que l'État du Sénégal a dédommagé. Beaucoup ont du mal à comprendre cette indemnisation aussi. Hein. Mais le régime fiscal, aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Est-ce que moi, j'ai le droit de vous parler d'un régime fiscal exceptionnel pour une entreprise comme celle-là? Je ne peux pas. Je suis là, vous ne m'avez pas invité en tant qu'inspecteur des impôts, vous m'avez invité en tant que responsable APR. Je me méfierai toujours de la limite entre l'inspecteur des impôts que je suis et le militant de l'APR que je suis. Pourquoi vous ne pouvez pas parler en tant qu'inspecteur des impôts? Parce que ce boulot-là, justement, demande de la confidentialité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux vous donner votre montant de salaire. Et je n'ai pas ce droit-là. Mais ne serait-ce que pour éclairer l'opinion quand même. Parce que quand certaines personnes ou des opposants vont jusqu'à donner des informations, il serait quand même bien est-ce que pour combattre, donc ce qu'ils disent, c'est vrai ce qu'ils ont dit. Est-ce que pour combattre leur forfaiture, nous allons être dans l'illégalité? Non. Nous devons respecter notre code de déontologie, nous devons respecter le statut qui régit les fonctionnaires, nous devons respecter les dispositions du Code général des impôts. Mais l'exception confirme la règle, M. Diao. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit. Est-ce que les populations veulent savoir? Est-ce que moi, El Mamadou Diao, j'ai le droit, en étant en face d'un opposant politique au président de la République, est-ce que j'ai le droit sans argument, parce que je n'ai plus d'argument à lui opposer, de lui dire, écoute, tu es un délinquant fiscal parce que toi, tu n'as jamais fait de déclaration de revenus. Je n'ai pas ce droit-là. Parce que là, j'enlève ma casquette de responsable de l'APR pour endosser la toge d'inspecteur des impôts. Et ça, c'est une frontière que je ne vais jamais franchir. Nous sommes libres de débattre des questions de gouvernance publique, de gouvernance fiscale. Mais nous ne pouvons pas toucher à tout ce qui concerne l'individu, son patrimoine et même sa vie. Parce que moi, j'aurais pu vous dire aujourd'hui que tel homme politique a pu divorcer parce que simplement les déclarations fiscales qu'il dépose chez nous nous ont montré en cours d'année qu'en 2011, peut-être elle était mariée, cette personne, mais qu'en 2013, elle a divorcé. Est-ce que j'ai le droit de le dire et de le jeter à l'opinion publique? Non. Voilà la frontière qu'il ne faut pas franchir. En tout cas, pour les autres aspects, les aspects techniques, je suis à l'aise parce qu'il s'agit de gouvernance. Ok, en tout cas, pour beaucoup, on va avancer un peu. Vous êtes derrière, enfin, quand je dis vous, je dis l'État, vraiment derrière cette affaire d'Abdoul Mbaye. Bon, nous, on va pas... Quelle affaire d'Abdoul Mbaye concernant un peu cette affaire de divorce aussi. Hein. Oui, vraiment... Cher finalement le président de la République, il a bon dos. Hein? Quand l'épouse... quand monsieur traîne son épouse devant les cours des tribunaux et que cette dame-là aussi fait part de ses prétentions, c'est le président de la République qui est responsable. C'est l'APR. Pourquoi attendre à Paris vraiment pour soulever le débat? Pourquoi? Vous pensez que vous pouvez manipuler mon... C'est parce que vous pose des questions économiques. Je vous explique. Il veut des explications par rapport à votre gestion et maintenant aussi vous essayez de lui mettre un peu des bâtons dans les roues. Cher, je vous mets au défi. Quelles que soient les péripéties de la vie, vous ne pourrez jamais prendre mon épouse aujourd'hui et la retourner contre moi. Ah bon? Donc si cette affaire est arrivée devant un tribunal, c'est parce que deux personnes qui s'étaient mariées devant la loi ont des problèmes et qu'ils ont préféré aller l'amener au tribunal. Cela n'a rien à voir. Maintenant, tout le monde sait, quand même, c'est une banalité juridique, que dans le régime matrimonial sénégalais, dans le code de la famille, on dit même que quand vous n'optez pas, de façon implicite, vous avez opté pour la polygamie, option 4 épouses. Mais quand vous optez pour la polygamie, option 2 épouses, vous n'avez plus le droit de revenir dessus. Quand vous optez pour la monogamie, vous ne pouvez pas revenir dessus, sauf justement le décès de l'un des époux. Comment voulez-vous aujourd'hui que quelqu'un se prévale d'un document qu'il dit avoir acquis d'un juge, alors que tout le monde sait que c'est manifestement du faux, pour pouvoir prétendre à ça et dire après que c'est le président de la République qui manipule la justice? Mais moi je crois que M. Vous pensez que le président de la République est assez fort? Ce régime est vraiment quand même assez allergique aux critiques, hein. Parce que je prends pour exemple, on va dire l'affaire Abdoul Mbaye, il y a aussi Ousmane Sonko, il y a aussi qui encore Nafingom Keïta.
Enfin bref, la liste n'est pas exhaustive. À chaque fois qu'on dit quelque chose qui serait donc contraire à la loi, contraire à vos positions, automatiquement on dit que vous avez dépassé les limites. Non, non, non. Est-ce que Nafi Ngom Keïta est opposant? Nafi Ngom Keïta, à ce que je sache, non. Ah ben voilà. Donc Nafi Ngom Keïta est un fonctionnaire de l'État du Sénégal. Mais pourquoi cet acharnement? Envoyé dans une mission de service public. Elle a des droits, elle a certaines obligations. Donc le président de la République, quand il choisissait Mme Nafi Ngom Keïta pour la mettre à la tête de l'OFNAC, personne ne lui a suggéré de mettre cette dame. Il l'a fait, ce n'était pas la plus méritante de ce pays, ce n'était pas le plus haut fonctionnaire de ce pays. Il a fait sur la base d'une confiance qu'il lui a accordée. Mais vous avez loué ses qualités. Libre au président de la République. Je suis d'accord, oui. Mais le président de la République, aujourd'hui, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ne peuvent pas être discutés, surtout par un fonctionnaire. Je ne parle même pas des états de service du fonctionnaire. Mais moi, vous pensez qu'aujourd'hui, parce qu'il m'a nommé directeur des services fiscaux régionaux, si demain il arrivait à me révoquer, j'ai le droit de parler de mon boulot? Non. Et je suis là parce que seulement il a voulu, sur la base des critères qu'il a définis lui-même. Ce qui a frustré Mme Nafi Ngom Keïta, c'est le fait que peut-être le président n'accepte pas de la recevoir. L'État n'est pas là pour gérer les états d'âme des gens ou les frustrations. Elle avait une mission qui lui avait été confiée. Vous revenez systématiquement, vous de la presse, sur les débats là. C'est-à-dire quand le président choisissait aussi l'ancienne directrice générale de la police nationale, personne n'a dit pourquoi elle a choisi. Quand il l'a révoqué pour lui confier d'autres missions, tout le monde a dit oui, il ne devait pas la faire. Mais la mission, elle est confiée par le président de la République. Le terme de la mission est défini par le président de la République. Et dans le cadre de l'OFNAC, c'était le mandat. Le terme de la mission et le mandat, le président était libre de renouveler ou de ne pas renouveler. Mais maintenant, nous sommes dans un pays où l'espace médiatique est tel que n'importe qui peut maintenant s'arroger les droits qu'il veut pour pouvoir faire tout ce travail-là. Mais bon, l'opinion, elle est là. Elle comprendra que c'est le président de la République, Macky Sall, qui a choisi Nafi Ngom Keïta, qui l'a mise à la tête de l'OFNAC. C'est lui qui, au terme du mandat, a considéré qu'il pouvait mettre fin à ce mandat et il l'a fait en toute souveraineté. Il n'a même pas de justification à donner, ni à la requérante, ni à l'opinion sénégalaise. Bon, vous dites que vous n'êtes pas réfractaire aux critiques, que ce régime n'est pas allergique aux critiques. Bon, mais à chaque fois que quelqu'un prend une position assez contradictoire, vous pensez que des positions plus... automatiquement, il y a des problèmes. Est-ce qu'il y a des positions plus dures que celles du PDS ou de Réumi? Quelles sont les mesures de rétorsion qui ont été prises contre ces personnes? Mais savoir s'opposer de façon responsable aussi existe. Actuellement, on voit que vraiment, c'est non, cette question du pétrole. Je ne dirais pas le miel entre vous et le PDS, mais tout le monde voit que vraiment entre vous et le PDS, vraiment, il n'y a plus de problème quand même. Non, j'ai écouté le porte-parole du FPDR dans une émission qu'il avait tenue ce week-end. Oui. Il dit d'ailleurs que cette histoire du pétrole a été soulevée par eux depuis 2014. Ce n'est pas un élément nouveau. Ceux-là ont voulu, par le biais de certains journalistes complices qu'ils ont au niveau des États-Unis, créer une histoire médiatique qui n'existe pas en réalité. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a des opposants farouches au président de la République qui ne subissent aucune foudre de sa part. Maintenant, ceux qui ont des choses à se reprocher, ils n'ont qu'à aller les reléguer au niveau des cours et tribunaux. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, ils tiendront les débats techniques avec nous et ils tiendront les débats sur la gouvernance. Est-ce que le Premier ministre, dans ce cas, a-t-il besoin vraiment d'aller de verser, on va dire, dans une menace? Non, il n'a pas menacé. Aujourd'hui aussi. Quiconque qui se permet de donner de fausses informations, la loi s'appliquera sur lui. Vous alliez être les premiers à vous offusquer. Oui. Si aujourd'hui, moi, on me calomniait, un opposant me calomniait, et que j'allais devant les cours des tribunaux et qu'on l'amène, qu'on l'enferme. Vous alliez dire, oui, la liberté, la liberté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de la liberté, justement, de la personne qui est incriminée, qui a donné tous les moyens de défense qu'il y a, mais qu'on jette tous les jours à la vindicte. Et pourtant, parler du pétrole, il n'y a rien de personnel dans cette affaire. On a le droit de parler du pétrole, puisque ça concerne le Sénégal. Quand même dire qu'un citoyen est en infraction avec la loi sans apporter d'éléments probants est une calomnie. Donc, le Premier ministre a été clair. Il a dit, voilà la situation de toute cette histoire de pétrole depuis 1952 jusqu'à aujourd'hui. Voilà les informations que nous avons, voilà les dispositions contractuelles et voilà les contrats qui ont été signés par l'État du Sénégal. Et il a été encore plus loin pour dire, si vous le vouliez, vous auriez pu vous-même vous documenter parce que c'est dans le journal officiel. Il se transforme donc en avocat d'Alioune Sall. Mais maintenant, non, aujourd'hui ce n'est pas Alioune Sall qui est visé. Aujourd'hui c'est la gouvernance autour du pétrole qui a été interrogée. Et le Premier ministre, comme chef du gouvernement, doit donner au moins les informations au peuple sénégalais. Comme il a eu à le faire ce mardi, tout le monde salue cette démarche. Donc il faudrait s'en limiter là et non pas aller vraiment dans la menace aussi. Concevez quand même ce qu'on a dit par ailleurs. C'est que maintenant le citoyen qui se sent attaqué par des calomnies d'autres personnes est libre d'aller se défendre. Mais qu'on ne vienne pas dire après à l'opinion, voilà, ils mettent les opposants en prison. Parce que celui qui va prétendre que El Hadj Mamadou Diao
et détenteur d'un titre pétrolier, va devoir le prouver. S'il ne le prouve pas, il mérite d'aller en prison, il n'a qu'à y aller. Il ne faut pas qu'on détruise la vie des gens, la réputation des gens, sur la base de simples supputations ou sur la base d'un simple programme politique. Parce que simplement, on est opposant. Alors, M. Diao, il faut qu'on avance aussi, hein, parce qu'il faudrait qu'on parle encore, on va dire, maximum de 5 minutes de l'économie. Vos opposants, en l'occurrence Malick Gakou, remet en cause aussi les performances économiques du Sénégal. Le FMI, bon, on a entendu parler, dire que le Sénégal se comportait très bien et que donc vraiment les choses allaient dans le bon sens. Non, lui, il ne s'est même pas opposé à l'État du Sénégal. Je pense qu'il s'est opposé au FMI. Il a même parce le que droit. le FMI, non, le FMI est quand même une société, en fait un organe qui permet de mesurer les instruments de politique économique. Si le FMI reste insatisfait pour l'État du Sénégal et que lui dise, voilà, le FMI doit pouvoir dire la vérité aux Sénégalais, bon, c'est son choix. Mais quand même, cher, convenons d'une chose, c'est que l'année dernière, après la saison d'hivernage, alors qu'on ne savait pas encore, notre projection de croissance était connue. Mais c'est parce qu'il y a eu de bonnes performances dans le secteur agricole que le bond de croissance a été connu jusqu'à ce qu'on ait atteint 6,4%. Quand ils vous disent que la croissance ne se mange pas, mais répondez-leur en leur disant c'est parce que, mais quand il y a une bonne production en matière de mil, ne me dites pas que ça ne se mange pas. Quand il y a une bonne production risicole, quand il y a une bonne production en matière d'horticulture, mais ce sont des éléments qui se mangent. Et pourtant, donc, les choses ne se ressentent pas quand même bien, au niveau de la population. Mais justement, qu'est-ce que vous voulez? On a vu la Tabaski dernière aussi, vraiment comment les prix flambaient aussi. Même pour avoir un mouton, c'était compliqué parce que les gens n'avaient pas de quoi acheter un mouton. Non, il y a beaucoup de spéculations qui se font aujourd'hui, vous le savez. Quand on est à l'approche d'un événement, quel qu'il soit, il y a l'offre et de la demande économique. Mais tout le monde sait que ceux qui ont acheté même la nuit ou la veille ont dû acheter des moutons à vil prix. Ce qui est important, c'est de comprendre. Pas à Dakar, peut-être dans votre Kolda natal, mais pas à Dakar. À Kolda, malheureusement, il y a eu un manque de moutons. Vous avez vu encore, raison de plus alors. On pense qu'on gagne plus d'argent ici que chez nous. Bon, mais plus sérieusement, cher, oui. Je pense qu'il faut comprendre les visions. D'accord? Notre pays avait besoin déjà de solidarité sociale. On l'a mis en place. C'est ce qu'ils vous disent, notre éternel ritournelle sur les mesures sociales. Bourse sociale, bourse couverture maladie, baisse de l'impôt sur le revenu, baisse des loyers, etc. Ça, c'est mis en place, avec maintenant un arrimage à un ensemble de prestations en matière médicale et en matière d'éducation. Ça, c'est fait. Mais on change les paradigmes en matière de développement. On considère que l'essentiel des investissements ne doivent pas être concentrés au niveau de Dakar. On les concentre dans les régions, à l'intérieur du Sénégal. C'est ça la pertinence du PUDC. C'est ça la pertinence du projet Promoville. Et sur cette base-là, on crée une approche de développement qui part en réalité de notre propre potentiel. Et notre propre potentiel, c'est le secteur primaire. On met le focus sur l'agriculture et l'élevage. Avant même qu'on arrive aux premiers éléments d'évaluation, on a des résultats supérieurs à ceux qu'on escomptait. Mais ça, c'est de la croissance et ça se mange. Justement, est-ce que maintenant les instruments de distribution tels qu'ils sont voulus sont bons? Ça, chacun est libre d'en débattre. Je considère que la meilleure des solidarités, c'est de voir déjà comment partager ces richesses avec les Sénégalais les plus démunis d'entre nous et ensuite créer les conditions de performance ou plutôt en tout cas de libre concurrence entre les autres qui concourent à la vie du marché. Vous avez vraiment promis quand même d'arriver à un taux de croissance, on va dire, de 7% d'ici 2017. Bon, pour beaucoup, le Sénégal manque vraiment d'ambition. On a vu la Côte d'Ivoire qui sort de 10 ans de crise aussi, qui aujourd'hui nous dépasse largement. Malheureusement aussi la partie économique donc, qui est un peu réservée à cette émission est terminée. Il faut qu'on avance un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Surtout quand même concernant un peu le volet politique avec le HCCT, je veux dire le Haut Conseil des collectivités territoriales, je veux dire aussi la communication aussi du président, je veux dire aussi les tiraillements qu'il y a au niveau de l'APR. Oui, mais permettez déjà qu'on parle de cette histoire parce que vous faites un comparatif avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est quand même le premier pays producteur mondial. De sur quoi qui sort d'une guerre de 10 ans? Non, pas une guerre, une instabilité politique. C'était pas une guerre ce qui se passait là-bas? Le Nord et le Sud divisés? Non, il faut faire le distinguo. Ça n'empêchait pas déjà la tenue des activités économiques, déjà parce que c'était un problème d'instabilité politique, comme c'est connu actuellement au Gabon, et qui peut générer mort d'homme et tout. Ce qui se passait en Côte d'Ivoire était pire. Comparer ce qui est comparable, notre pays, en tout cas jusqu'à présent, les seules ressources que nous connaissions sont connues de tous. Nous n'avions pas ces productions en matière de café, de cacao, etc., etc. Il ne pleut pas de la même manière en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Nous escomptons un bon supplémentaire avec le pétrole et le gaz naturel. Mais comparaison pour comparaison, vous verrez que les ressources dont disposait la Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes que ce dont dispose le Sénégal. Aussi la Côte d'Ivoire a accepté d'investir. Nous, on a arraché, on va pas trop s'appesantir. Nous sommes en train d'investir. Aujourd'hui, notre carte d'identité, elle est au moins
elle est fiable au niveau des instruments de financement internationaux. Vous avez vu que sur un besoin de financement de 150 milliards dernièrement, nous avons pu lever 200 milliards et d'ailleurs il a fallu que l'État du Sénégal arrête. C'est parce que les performances économiques sont bonnes. Que le train qui concerne le développement du Sénégal, c'est le train qui va avoir comme locomotive essentiellement le secteur primaire. C'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Et vous ne pourrez pas détourner le président de la République de cette vision-là parce que nous sentons déjà l'embellie. Vous savez que quand même, il y a 5 ou 10 ans derrière, au mois de mai, au mois de juin, on parlait de soudure, on n'en parle plus, il n'y a plus de distribution à grande envergure de vivres de soudure, il n'y a plus ces inondations dont on parlait. Maintenant, il y a une gêne d'une pluie, d'une journée ou deux. Nous mettons en place des fondements. Vous ne nous avez pas accordé un état de grâce, vous ne nous avez pas donné de délai de grâce. Le président de la République, dès la première année, a été soumis aux critiques des opposants parce qu'eux-mêmes n'ont jamais voulu accepter qu'il soit le président de la partie politique. Mais nous nous battons sur les investissements et nous répondrons sur la base de ce bilan pour demander les suffrages. Et le bilan, ce sera donc d'abord la première partie en 2017 pour les législatives, on en parle dans un instant, et la deuxième partie c'est en 2019 pour la présidentielle. Je l'ai dit, la partie politique vraiment donc de cette émission qui s'intéresse au HCCT, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales. Il y a aussi vraiment les tiraillements notés au sein de l'APR. On parlera aussi vraiment de cette communication du président aussi avec le président qu'on a vu avec des armes ou bien une arme aussi au Pakistan. On va parler de tout cela, mais il faut d'abord suivre ce reportage de la CNSC, un membre de la rédaction de la 2STV, et ensuite revenir sur ce plateau. Que dire des relations entre l'APR et ses alliés? L'Alliance pour la République semble occuper les 3/5 des sièges du Haut Conseil des collectivités territoriales. Sur les 80 qui étaient à pourvoir, les 56 sont beige-marron et il est difficile de croire que sur les 70 restants, les 35 au moins ne seront pas réservés aux militants du parti au pouvoir. Pour moi, ce n'est pas gênant. Tant que ce que l'on fait est conforme à la volonté des Sénégalais, ce n'est pas gênant. Cela ne risque-t-il pas de créer un malaise au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Comment le PS et l'AFP devraient accueillir cette décision si cela venait à se confirmer, ou c'est parce que ces formations politiques n'ont que ce qu'elles méritent? Les partis socialistes et l'AFP d'aujourd'hui n'ont pas la même consistance électorale que le Parti socialiste et l'AFP qui était constitué au moment de la mise en œuvre, de la mise en place de Benno Bokk Yakaar. Tous les partis politiques doivent être bien représentés, pour que ça ne soit pas une institution monocolore. Et ça, je pense qu'il faut l'éviter. Si le PS et l'AFP ne le voient pas de cet œil, alors on peut dire bonjour, les divergences. Des divergences, il y en a eu à Dakar entre responsables apéristes. Un enregistrement d'un supposé entretien téléphonique balancé sur le net faisait état d'un complot contre Diouf Sarr. Et c'est le secrétaire d'État à la communication Yakham Mbaye qui serait pointé du doigt dans cette affaire. Apparemment, le leadership de Dakar serait à l'origine de ces différends. Des divergences tellement profondes qui ont poussé l'administrateur de l'APR à monter aux 20h de la 2STV pour essayer d'éteindre le feu. Nous n'avons pas le même niveau d'intelligence émotionnelle. Certains, devant un phénomène, une victoire, un bonheur ou alors un malheur, n'ont pas la même manière d'exprimer leurs émotions. Ce n'est que cela. Mais il n'y a pas de péril en la demeure, quelles que soient les querelles, nous allons nous retrouver. Mais c'est sans compter sur le président du conseil départemental de Thiès. Idrissa Seck invite le chef de l'État à renoncer à cette chambre, pendant qu'il est temps. La deuxième proposition que je souhaiterais lui faire, c'est de dissoudre immédiatement son haut conseil de collectivité territoriale et d'affecter les ressources budgétaires concernées aux urgences du pays. Que dire dans ce cas de cette image du chef de l'État arme à la main? Erreur de communication ou stratégie de communication? Alors, vous venez à l'instant même, M. Diao, de suivre ce reportage de Lassana Cissé. On va terminer par, on va dire, la fin de son reportage. Stratégie de communication ou erreur de communication? Ce reportage appelle à 3 choses. Oui. Premièrement, c'est que nous autres de l'APR, si nous prenions le temps, l'énergie que nous mettons à nous battre entre nous, et entre nous, c'est de la coalition Benno Bokk Yakaar. Si nous la mettions à défendre le président de la République, vraiment aujourd'hui, tout le monde saurait comment est dirigé ce pays. Deuxièmement, nous avons une opposition de paradoxe. Les uns ont participé à des élections, les autres n'ont pas participé. Et une partie dit c'est une consolidation de la démocratie, les autres disent il faut enlever.
troisièmement, on aime les détails dans ce pays. Le président de la République en visite, oui, le président de la qui République en visite... Qui pointe une arme comme ça? Oui, bon, les opposants disent que ça, c'est une signe de violence. Puisqu'ils ont matière à discuter de tout, ils auront le droit de discuter de tout. C'est-à-dire que quand le président sourit, on dit qu'il sourit beaucoup. Quand il est sérieux, quand il ne sourit pas, on dit voilà, des Nyangal. Bon, et puis finalement, le prénom Nyangal lui a collé sur la peau. Mais c'est un homme affable, un homme respectueux, un homme bien, qu'on gagnerait à toujours mieux écouter pour comprendre sa vision pour le pays. Alors, mais M. Diao, il n'est pas de coutume quand même au Sénégal de voir un président tenir quand même un pistolet. Oui, mais bon, il l'a fait aussi dans un contexte. Il est en visite d'État au Pakistan et il a visité une usine d'armement. C'est pas autre chose. C'est pas trop dire de dire que ce pays est réputé quand même être un des pays violents quand même, le Pakistan, l'Afghanistan, tous ces pays. Arrêtons de cataloguer nos pays parce que nous n'aimons pas que nous autres pays africains soient traités de pays corrompus ou de pays sous-développés, etc. Chacun a sa propre particularité. L'expression démocratique peut se faire dans ces pays-là. Cela n'a rien à voir avec ce que nous pouvons penser de ces pays. Vous trouvez normal vraiment que le fait que aujourd'hui, le président, je ne dirais pas dégainer un pistolet quand même, mais on le voit il quand même. Il n'a pas dégainé, il était en train de se... tenir un pistolet. Non, vous aimez la communication de détail. C'est comme vous disiez tout à l'heure de cet opposant qui dit qu'il faut remettre en question le HCT. J'ai l'impression que lui, dans sa tête, il est président virtuel. Vous voulez parler d'Idrissa Seck, il n'y a pas de souci. Oui, c'est à la limite devenu pathétique, cher. Vous le voyez communiquer très souvent en envoyant des vœux à un pays qui accède, en fait, qui fête son indépendance, au comité olympique. Comme s'il était un président, en fait. Il faudrait que tous acceptent qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par la volonté des Sénégalais, il y a un président de la République qui a été élu et il s'appelle Macky Sall. Et pourtant, il fait des propositions quand même. Il a même proposé vraiment de laisser tomber ce HCCT, il faudrait pas... selon lui, qui n'est pas d'une importance capitale. Il y a beaucoup de propositions saugrenues qu'on nous fait aussi. Oui. Ce pays, il marche bien. Ce qui nous importe, c'est de mettre en place un système performant. Donc la gestion publique se fait bien, l'économie est en train de dérouler ses cadres de performance. Nous sommes dans un cycle de performance très positif. Et nous avons espoir qu'avec le pétrole et le gaz naturel, nous pouvons atteindre des bonds de croissance inespérés. Donc ce qu'il faut mettre en place, c'est un peu un climat apaisé dans le cadre de l'environnement des affaires, dans le cadre justement de la vie sociale des Sénégalais, pour que tout se tienne bien. La CCTD qui ne fait pas quand même l'unanimité, aujourd'hui donc on redoute également que cela qu'il y ait quand même des conséquences, on va dire, sur les législatives. C'est pour terminer avec les législatives de 2017. Parce que bon, donc on dit qu'au niveau de la paire, il y a des tiraillements entre donc membres aussi, donc on va dire, de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas le grand amour. On a l'impression que c'est plus ou moins un jeu de dupes. En tout cas, ce que je sais, c'est que si on respecte la volonté des Sénégalais, nous sommes majoritaires dans ce pays. Mais maintenant, si par le biais de nos égos personnels ou de nos querelles inutiles, nous devons soumettre le président à une cohabitation, nous aurons mis en danger le régime nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, autant pour les membres de l'Alliance pour la République que ceux pour la coalition Benno Bokk Yakaar, nous devons à un moment comprendre que nos personnes sont inférieures au destin que nous voulons construire ensemble pour ce pays. Et au nom de ça, ça mérite tous les sacrifices. Oui. Au nom de ça, on pourrait rendre aux Sénégalais la sincérité de leur suffrage. Et moi j'ai espoir, parce que je sais que le président de la République va être dans cette affaire-là du début à la fin du processus, en mettant en place les meilleures investitures possibles. Après, il restera juste à dérouler un programme de solidarité entre nous autres de la paire et entre nous autres membres de la coalition. Et non pas se chamailler, comme on a vu, entre responsables à Paris, c'est allant même jusqu'à faire des procédés à des enregistrements. Voilà, et c'est dommage. On a entendu parler de ça. Je ne sais pas si c'est avéré ou pas. Mais ce que je déplore, moi, je l'ai dit, c'est que l'énergie que nous prenons à nous bagarrer nous-mêmes, si nous la mettions au service du président de la République, c'est-à-dire si nous nous mettions à défendre les projets et programmes du président de la République, il y a longtemps que l'essentiel de l'opinion sénégalaise serait avec nous. Au lieu de ça, on passe notre temps à nous bagarrer entre nous et à mener cette querelle de sorcières, qui est inutile pour le pays et inutile qui ne nous sert pas nous autres de l'Alliance pour la République. Et là, Mame Boye Diao, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'est parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Mais merci beaucoup. Et il était vraiment question dans cette émission, vous les téléspectateurs, donc vraiment d'apporter des éclairages concernant un peu la sortie du Premier ministre, sa conférence de presse, la sortie aussi de l'opposition, l'ancien Premier ministre également, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, enfin bref, la liste n'est pas exhaustive. Il était vraiment aussi question d'apporter un peu des précisions, on va dire, sur la politique économique en général du pays, parler aussi vraiment de HCCT et puis de la politique, on va dire entre guillemets, vraiment du régime en place. Merci à vous les téléspectateurs, merci à vous El Hadj Mame Boye Diao. Merci cher. On va dire bientôt. On se dit à bientôt. J'aime bien votre plateau et j'attends toujours avec impatience votre invitation. Bon, ce sera toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Par Conviction. C'est la fin, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV.